l'actualité politique. 105.5 FM. C'est ici que ça se passe. Des 12 de Pierrot Atelier sur 105.5. Dimanche 17 mai 2020, c'est la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Thème: connaître 2030, les TIC au service du développement durable. Mesdames, messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre au D12 de Pyramide FM. Nous apportons chaque dimanche notre modeste contribution aux objectifs du développement durable. Dans un monde interconnecté, les questions des auditeurs qui nous regardent à Tokyo ou qui nous écoutent à N'Djamena peuvent contribuer à apporter des réponses au Togo. Le Togo, pays dans lequel les objectifs du développement durable sont aussi portés par les technologies de l'information et de la communication. Mais plus sérieusement et plus efficacement, WhatsApp, Twitter et Facebook restent-ils au service du développement du pays quant à longueur de journée? Les Togolais sont occupés à s'échanger d'horribles civilités comme salaud, imbécile et tobé-tomé, béfou. La fracture numérique entre Lomé et l'arrière-pays ou encore le coût élevé de la communication finiront-ils par être maîtrisés? Ce sont des préoccupations de tous les jours, au même titre que toutes ces nouvelles questions apportées par le coronavirus. À quand un vaccin ou un médicament? Après le Covid organique malgache, peut-être bientôt Egbe ou la potion togolaise. Les scientifiques togolais sont en phase des tests sur les animaux. Mais un peu comme Nathanaël à Philippe, quelque chose de bon peut-il venir de l'Afrique? Et Philippe dira: viens et vois. Malheureusement, comme l'a résumé le président malgache, le problème c'est que ça vient de l'Afrique. Le remède africain est-il efficace contre la Covid-19? Les Africains doivent-ils attendre son homologation par l'OMS avant toute utilisation en masse? Et que dire des hésitations et prudences de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO? Le virus circule dans les 15 pays de la communauté. Les chiffres placent le Ghana en tête, un classement peu flatteur, bien loin du voisin togolais. Ce dernier continue de se démener, notamment avec ces nouveaux contaminés particuliers des détenus de Lomé. Mardi, ils ont crié haro sur la Covid, ils ont manifesté leur colère et leur peur. Les gaz lacrymogènes ont fait le reste. La maison d'arrêt de Lomé, ses pensionnaires réussiront-ils le test? Loin de là, dans le Doufelgou, les populations ont refusé l'assassinat du lieutenant-colonel Madoulba Bitala. Pour la première fois depuis bien longtemps, des tirs de gaz lacrymogène ont rythmé la paisible vie en pays Naouda. Comment comprendre que le combat pour plus de justice au Togo est porté à tour de rôle par différentes communautés ethniques? Il n'y a pas longtemps, ce sont majoritairement les Tim qui étaient au charbon. Avant eux, il y avait eu les Évemina majoritairement issus de Béou de Kodivia-Kopé. Les oppositions aux actions du pouvoir sont-elles dictées que par des relents ethniques ou régionalistes? Quel est justement l'état de l'opposition après le scrutin du 22 février 2020? C'est un leader de cette opposition qui est notre invité. Nathaniel Olympio, président du Parti des Togolais, répondra à vos questions sur 96 50 34 37 70 43 09 70. Nathaniel Olympio, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci. Curieusement, c'est la première fois que nous nous voyons depuis le début de cette année 2020 et comme c'est de tradition, quand on se voit pour la première fois, on se souhaite une bonne et heureuse année. Je ne sais pas si vous êtes d'accord que je vous souhaite une bonne et heureuse année en ce moment-ci. Il faut toujours le souhaiter, et même si c'est vrai que le contexte actuel dans lequel nous baignons avec cette pandémie planétaire qui plonge tout le monde dans la frayeur, qui plonge l'économie dans la sinistrose, qui plonge les relations sociales dans une distanciation qui nous éloigne de nos habitudes. Et tout cela paraît bien morose, mais je suis quelqu'un d'optimiste et pour cela, oui, on peut se souhaiter une bonne année. Il y a quelqu'un qui a fait une réflexion il n'y a pas très longtemps. Il dit finalement, est-ce que c'est encore important de se souhaiter une bonne heureuse année, surtout quand on sait que de plus en plus de pandémies, de plus en plus de difficultés économiques et financières nous entachent. Est-ce que c'est encore important? Mais c'est comme se dire bonjour. Hein? Si on ne veut plus se souhaiter bonne année, on ne veut plus se souhaiter bon anniversaire, on ne veut plus se dire bonjour. Donc tout ce qui est bon, on enlève et finalement, on va vivre dans une morosité parce que
envahi par le doute, l'incertitude et la déception. Non. Nous sommes dans un monde où il faut se battre, où il faut affronter les vicissitudes de la vie. Donc, il faut toujours se porter vers l'espérance. Et l'espérance, c'est dire que nous voulons ce qui est meilleur, donc il faut le souhaiter. Cette année, c'est clair que deux événements importants sont en train de marquer le début de cette année. La présidentielle au Togo et puis la Covid-19. Lequel de ces deux sujets-là vous affecte le plus? Ils sont tout aussi importants l'un que l'autre pour les Togolais que nous sommes. Covid-19 parce que ça porte sur notre santé, ça porte sur nos relations humaines, ça porte sur notre vie même, et ça porte sur notre économie, donc notre existence. Et personne ne peut l'ignorer. Et bien entendu, à côté de ça, l'élection présidentielle du 22 février est un événement majeur de la vie politique et donc de la vie tout court du pays, avec tout ce qui a découlé de cela. Et oui, ce sont des événements qui ont marqué les Togolais et continuent de marquer les Togolais. Vous, particulièrement entre les deux, lequel vous marque le plus? Vous êtes politique, je ne sais pas si c'est la présidentielle. Non, je ne pense pas qu'il faille prioriser. L'importance que revêtent ces deux choses sont, je dirais, similaires parce que la politique traite de la vie des individus, des citoyens. Et quand on parle de santé, on parle également de la vie des citoyens. Tout ramène à l'humain. Et donc, oui, ce sont des sujets de grande préoccupation pour moi et je les aborde avec le même intérêt, la même attention. En vérité, pour faire de la politique, il faut être d'abord en vie, ce qui fait que nous allons commencer cette émission. Du moins, pour ce qui concerne les deux sujets précités, nous allons parler de coronavirus et puis sans doute revenir une nouvelle fois sur l'élection présidentielle. Et pour ce qui concerne le coronavirus, nous parlerons de ces chiffres qui continuent par monter, mais il y a cette nouvelle en ce qui concerne le retour de Air France sur le continent africain et notamment au Togo à partir de la deuxième moitié du mois de juin. Bonne ou mauvaise nouvelle pour le continent? Je ne suis pas certain que nous soyons en Afrique, au Togo en tout cas, et que nous soyons prêts à avoir un afflux de personnes à risque qui viendraient de zones beaucoup plus affectées que la nôtre. Parce que il faut rappeler que c'est une maladie pour nous qui vient de l'extérieur et le premier cas qui a été annoncé au Togo est consécutif à une arrivée d'un vol Air France dans notre pays. Et il ne s'agit pas d'indexer cette compagnie, pas du tout, ce n'est pas l'objet. Mais il s'agit de prendre les dispositions qui s'imposent pour que nous ne multiplions pas les risques de ramener des personnes porteuses du virus venant de l'extérieur. Et donc, à mon avis, il faut prendre des dispositions pour avoir beaucoup plus de... sinon la certitude, en tout cas, prendre les dispositions pour freiner autant que faire se peut l'arrivée de nouvelles personnes qui seraient porteuses de ce virus-là. C'est clair que... Et donc, pour moi, l'échéance qui est annoncée me paraît un peu court, un peu rapide, et je ne suis pas certain que nous soyons en mesure, si d'aventure beaucoup de personnes arrivaient et des personnes porteuses du virus, je ne suis pas certain que cela puisse nous faciliter et de prendre en charge tous ceux qui pourraient être infectés. Il y a une curiosité dans cette annonce de la compagnie française, c'est qu'en Afrique, plusieurs voix se sont élevées pour dire que pour l'instant, on ne veut pas de ce retour sur le continent, notamment à Dakar, où le président du Sénégal, Macky Sall, a dit qu'il a été mis devant le fait accompli. On a même appris que l'État sénégalais a mis en demeure la compagnie française à surseoir à ce retour de ces avions sur le sol sénégalais. Est-ce que pour vous, c'est un mépris des autorités françaises vis-à-vis du continent? Je pense que les compagnies aériennes qui sont aussi très affectées par cette situation économique sont dans leur rôle de vouloir reprendre
le plus rapidement possible leurs activités. Et d'ailleurs, si vous voyez dans certains pays, aux États-Unis par exemple, le président Trump n'arrête pas de le répéter, il faut rouvrir l'économie, il faut relancer l'économie. Donc le facteur économique est un facteur qui pousse également à aller très vite. Maintenant, je pense que chaque pays a la souveraineté de décider de la fermeture ou non de son aéroport. Les compagnies extérieures peuvent décider de leur programme de vol, mais il revient au pays de décider si l'aéroport du pays est ouvert ou n'est pas ouvert. Donc oui, on peut réagir sur cette annonce de la compagnie Air France, mais je ne pense pas que cela constitue un péril en la demeure à partir du moment où nous avons la latitude de décider de ce que nous voulons faire, les accueillir ou ne pas les accueillir. Mais dans quand même la démarche, le président sénégalais a dénoncé des attitudes condescendantes, un peu comme le mettre à l'élève des décisions qui ont été prises sans concertation au préalable. Qu'est-ce que vous conseillez, par exemple, aux autorités du Togo vis-à-vis de cette annonce d'Air France? Mais déjà, je pense que il faudrait que nous-mêmes, nous mettions dans une posture qui ne permette pas à d'autres de nous traiter avec condescendance. Parce que quand quelqu'un ose vous traiter avec condescendance, c'est parce que vous vous mettez dans une posture qui lui permet de le faire. Et ça, c'est une première chose. Maintenant, je pense que c'est la fermeté de la réaction que l'on peut avoir, que les autorités togolaises peuvent manifester, qui, je dirais, indiquera à l'avenir si les gens se permettront encore de faire d'avoir ce type de comportement. Le président Macky Sall, vous l'avez dit, a répondu avec promptitude et fermeté. Je ne pense pas que les autres pays vont pouvoir laisser les choses se faire sans réaction. Les autorités togolaises auront des comptes à rendre au peuple togolais dans le cas contraire. C'est clair qu'aujourd'hui se pose à l'humanité une équation assez difficile entre la vie des citoyens et la reprise de l'économie. Que choisir? C'est une problématique assez difficile. Si vous étiez au pouvoir, quelle va être votre attitude? Je pense que la toute première attitude, c'est de toujours placer l'homme au centre de tout ce que nous faisons. Parce que à la fin de la journée, c'est l'être humain qui se retrouve au-dessus de tout. Et pour cela, il faut anticiper. Il faut commencer par doter nos pays d'infrastructures hospitalières qui soient en mesure de répondre à tous les risques sanitaires qui peuvent se présenter. Et au Togo, nous sommes loin du compte. D'une part. Maintenant que la situation est là, j'ose espérer que nous allons tirer les enseignements de ce péril majeur qui a plané sur nos têtes. Dieu merci, le niveau d'infection à ce jour est relativement contenu, mais on ne peut pas toujours laisser le soin, je dirais presque au hasard, de ne pas nous frapper durement en ne prenant pas les dispositions qui s'imposent. Il faut qu'aujourd'hui, nous tirions les enseignements de ce péril, je disais, et d'investir considérablement dans les infrastructures, dans la formation du personnel médical, dans le recrutement du personnel médical, des médecins, tout le corps médical doit être doté en équipement, en connaissances, en recherche. Bref, il faut redonner au secteur de la santé la valeur et l'importance qui lui convient dans notre espace de vie. Quand on parle d'infrastructure, c'est vrai que la situation n'est pas spécifique au Togo. Curieusement, et la Côte d'Ivoire, qui est très souvent citée en exemple en Afrique de l'Ouest, a vu son Premier ministre être transféré en France pour des soins. Cela suppose aussi qu'en Afrique, globalement, la situation est relativement la même. Non, la situation n'est pas relativement la même. Vous savez qu'il y a en Afrique des pays qui ont réussi à organiser le tourisme médical. Beaucoup d'Africains de l'Ouest se lèvent et prennent leurs bagages, vont en Tunisie, vont au Maroc pour se faire soigner, vont en Afrique du Sud pour se faire soigner. Beaucoup de Togolais vont au Ghana pour se faire soigner. Donc, les situations ne sont pas similaires. Il est vrai que pour ce qui concerne cette maladie particulièrement,
des gens il y a eu des gens qui ont été évacués à l'extérieur, mais nous avons un niveau d'infrastructure, un niveau d'équipement, un niveau de personnel médical en termes de quantité qui est tellement peu que nous sommes dans l'incapacité de faire face à nos besoins de santé, je dirais même ordinaires. Je ne parle même pas de cas de pandémie, je parle de besoins ordinaires, de palud, de choses quotidiennes, où nous ne sommes même pas en mesure de les affronter. Donc, oui, ces situations sont déjà catastrophiques en dehors de toute pandémie, et quand la pandémie vient, à ce moment-là, c'est complètement indicible. Les Togolais ont dû affecter le CHR de Lomé à la lutte contre cette pandémie. Vous parlez d'infrastructures sanitaires. Voilà une situation qui a confronté les autorités du Togo à, dans l'urgence, dégager le personnel et les malades qui étaient là-bas. Que faire pour que le Togolais qui est à Saint-Cassé, qui est à Niamtougou, qui est à Blita, puisse se soigner convenablement et sans être obligé de se déplacer forcément à Lomé? Parce que c'est clair que le coronavirus peut être contenu dans les prochains mois, dans les prochaines années, mais les maladies comme le paludisme et autres difficultés vont subsister. Voyez-vous, c'est tout cela le sens de la lutte politique que nous menons. Malheureusement, le plus souvent, on taxe l'opposition de simplement chercher à prendre la place de ceux qui sont là. Non, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de s'exprimer, c'est de mener des batailles pour que ceux qui sont là même aujourd'hui puissent faire ce qui est de leur responsabilité parce qu'ils détiennent le pouvoir. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous évoquiez aujourd'hui comment soigner quelqu'un du palu quand il est dans une région un peu éloignée de Lomé. Même à Lomé, les gens n'arrivent pas à se soigner. Donc, ce n'est même pas la peine d'aller dans les régions les plus reculées. Même à Lomé, le cas est le même. Donc, le sens de l'opposition et de la bataille qui est menée, c'est que les autorités politiques prennent conscience que la responsabilité qui est la leur est de veiller à la bonne santé de ce peuple. Et la première chose pour veiller à la bonne santé, c'est de doter les pays, les régions, les villes d'équipements sanitaires et de former les gens, de recruter. J'ai l'habitude de dire, quand je passe dans vos médias, à cette table précise, je l'ai déjà dit, quand vous prenez la ville de Lille en France, on compte plus de 200 Togolais qui sont médecins, chirurgiens, professeurs médical, qui sont de grandes personnalités du monde médical qui exercent dans la seule ville de Lille. Je parle de plus de 200 Togolais. Et je vois que durant la crise du Covid-19, on nous a fait une grande publicité parce que des médecins cubains sont venus pour aider les Togolais. Voyez-vous, ce n'est pas le fait que des médecins étrangers viennent nous aider qui pose problème. Non, c'est le fait que nous ayons des capacités, des ressources humaines, des gens qui ont été formés d'abord au Togo, parce que tous ces gens-là ont commencé leurs études au Togo. Donc le Togo a investi sur ces gens-là. Et malheureusement, aujourd'hui, ce sont de grandes personnalités de leur domaine de compétences qui échappent au pays. Donc, il importe que nous remettions à l'aune de cette crise sanitaire qui nous a tous effrayés. Tous nos ministres, on les voit porter des masques. Chacun évite de toucher l'autre parce qu'on a tous peur. On sait qu'on ne pourra pas se faire soigner dans notre pays. Et bien voilà, aujourd'hui, j'espère fortement que ça va bousculer les consciences de nos dirigeants pour que demain, le budget qui sera mis en place consacre une part considérable au secteur de la santé, et c'est vrai également pour le secteur de l'éducation, donc les secteurs fondamentaux qui pourront faire que demain, nous soyons en mesure de ne pas entendre Air France décider pour nous l'ouverture de nos aéroports, et parce que nous aurons été en mesure de nous développer, de nous faire respecter, parce que nous aurons été un pays de puissance économique, de puissance militaire, de puissance dans la recherche. Ce sont tous ces facteurs intérieurs
qui feront que de l'extérieur, on nous regardera avec beaucoup plus de respect. Quand on parlait de peur, c'est clair que tout le monde a peur, y compris les ministres, mais est-ce que c'est pas naturel d'avoir peur? Par rapport à ce qui se passe, même Donald Trump, il a peur. C'est clair que si Donald Trump a peur, les ministres togolais, ils doivent avoir peur aussi. C'est des humains. Vous savez, quand vous avez la responsabilité, votre rôle est de faire en sorte que vos concitoyens, quand vous avez une responsabilité d'État, j'entends, votre rôle, c'est de faire en sorte que vos concitoyens n'aient pas peur de manque d'équipement, n'aient pas peur du fait du manque de personnel, etc. Mais oui, la peur est naturelle. La peur, elle est humaine. Mais si, en plus de ce que peut revêtir une peur de quelque chose d'inconnu, on a peur parce que nous n'avons pas suffisamment investi dans nos infrastructures, nous n'avons pas suffisamment formé, nous n'avons pas suffisamment mis en place des conditions qui puissent attirer les médecins compétents togolais, en ce moment-là, c'est la responsabilité entière des dirigeants qui est engagée. C'est clair aussi que les efforts ont été faits depuis la survenue de cette maladie, des respirateurs ont été achetés pour le CHR de Lomé. Aujourd'hui, c'est clair aussi que quand quelqu'un tombe malade du Covid ou de la Covid, et cette personne-là va être transférée au CHR de Lomé, même s'il est ministre, c'est clair. Mais la question, c'est de savoir si, au-delà du Covid-19, parce que les questions de santé ne se résument pas à cette pathologie-là. Toute la question porte sur nos besoins en matière de santé de manière ordinaire. Comment on traite le palu au Togo? Il y a encore beaucoup de gens qui meurent du simple palu, j'ai failli dire, au Togo. Il y a beaucoup de gens qui meurent parce qu'ils ont fait un accident de la route, tombé de la moto et incapables de se faire soigner. Ce sont tous ces risques quotidiens et qui sont bien au-delà en termes de nombre de victimes par rapport au Covid-19, eh bien, ce sont tous ces risques sanitaires que l'État doit prendre en considération et prendre, je dirais, mettre en place les programmes qu'il faut pour améliorer la situation sanitaire dans sa globalité. De manière plus globale, la gestion que font les autorités togolaises de cette pandémie, quel est votre jugement de cette gestion-là? Je pense sincèrement que les décisions ont été prises à temps en matière de sensibilisation, en matière d'instauration de couvre-feu, oui. En revanche, il y a beaucoup à redire sur la manière dont la gestion de ces décisions sont menées. Je ne reviendrai pas avec insistance sur les bavures que nous avons connues avec les forces de sécurité et de défense dédiées au contrôle du respect du couvre-feu. Je ne reviendrai pas donc sur tout ça, mais je reviendrai en revanche sur le fait que la manière dont les ressources qui sont mises à disposition pour accompagner les personnes vulnérables, la manière dont c'est géré, les critères d'attribution et la pièce d'identité qui n'est pas demandée et plutôt la carte d'électeur qui est demandée, c'est restrictif, c'est réducteur et ça éloigne un certain nombre de nécessités de cette aide que l'État veut procurer. Et il y a également une annonce faramineuse qui a été faite, je crois, de 400 milliards qui devaient être mis à disposition pour accompagner les Togolais de manière générale et les entreprises dans cette situation. On n'en a plus jamais entendu parler. On ne sait pas si ça a été débloqué, on ne sait pas qui sont les bénéficiaires, etc. Donc, il y a comme, je rappellerai également la décision scabreuse qui avait été prise d'empêcher les émigrants de pouvoir opérer. Et le gouvernement revient sur cette décision dès le lendemain. Donc il y a une cacophonie, une précipitation. Oui, on aurait pu beaucoup mieux faire. Oui, mais en fait, ça aussi, je rappelle que ce n'est pas seulement au Togo que des décisions ont été prises et que demain ou le lendemain, de comptes décisions, et comme ce qui concerne le cas du transport en commun, notamment sur les émigrants. Même aux États-Unis ou en France, ces cafouillages ou ces cacophonies ont été constatés. Mais, M. Atioubé, ce n'est pas parce que des gens font des erreurs. Mais c'est des références, c'est des références, ces pays. Mais leurs bêtises ne sont pas des références. Ce n'est pas parce qu'ils font des erreurs là-bas que nous devons accepter que nos dirigeants fassent les mêmes erreurs. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il n'y a jamais eu la Covid-19? Est-ce que ce n'est pas parce que c'est nouveau que finalement les décisions qui sont prises sont
apparaissent comme des décisions un peu à la hussarde. Mais c'est justement quand on est aux responsabilités, on ne fait pas les choses à la hussarde. On a la tête reposée, on a le recul nécessaire, on a les équipes qu'il faut pour mener les réflexions qu'il faut. Et donc non, je ne suis pas d'accord avec vous que parce que d'autres pays que vous considérez comme des pays avancés se trompent, et pour cela, nous devons aussi accepter que nos dirigeants se trompent. Et je pense que nous avions beaucoup plus de recul que les pays que vous citez en référence. Et parce que nous avons été affectés bien des semaines après eux, ce qui veut dire que l'observation qu'ils pouvaient faire de l'évolution des choses à travers le monde devait les amener à l'anticipation et à des prises de décision à tête reposée. Ça n'a pas été le cas. On a attendu peut-être que ça nous tombe dessus pour réagir. Ça, c'est déplorable. Mais c'est vrai aussi que nos pays sont très très petits en termes de capacité de réaction, vous le savez aussi. Et qu'est-ce que vous appelez petit en capacité de réaction? Quand on a une population de 300 000 personnes comme en Islande, où on a une population de 7 millions de personnes, les responsabilités sont les mêmes. D'accord? Mais vous parlez d'Islande, c'est un pays européen. Mais alors, et alors? Nous, parce que nous sommes africains, on ne peut pas faire mieux? Oui, mais en fait, quand vous réagissez de cette façon-là, en termes de comparaison, c'est clair que... Mais je vous rappelle que c'est vous qui avez cité la comparaison. Oui, mais c'est clair que l'Islande, c'est aussi une référence. Alors, pourquoi... Comparé à nos pays. Pourquoi ils n'ont pas les mêmes problèmes. De corruption, par exemple. Pourquoi... Les mêmes problèmes d'accession au pouvoir, par exemple. Ils n'ont pas les mêmes problèmes. Mais pourquoi, justement, nos dirigeants nous imposent ces problèmes-là? Pourquoi est-ce que l'on s'accroche au pouvoir pendant plus de 15 ans et que l'on ne mette pas en place une politique qui permette de nous comporter comme en Islande, par exemple? Pourquoi on reste au pouvoir pendant une cinquantaine d'années et que nous n'ayons pas des hôpitaux de référence, une éducation acceptable? C'est cela qui plombe notre développement. Et je pense que vous avez bien fait de faire cette comparaison. Cela me donne l'occasion de dire que le plus important, ce n'est pas simplement de rester au pouvoir et d'en jouir. Ce qui est important et ce que nous attendons, ce que les Togolais attendent, c'est qu'on puisse mettre à leur disposition un cadre de vie acceptable, une vie de dignité, qu'on ait des hôpitaux où on peut se faire soigner sans que nos concitoyens traversent la nuit la frontière pour aller se faire soigner au Ghana. C'est qu'on mette à notre disposition des espaces d'éducation dans des conditions de dignité et acceptables pour que nos enfants puissent s'épanouir et offrir au pays tout leur potentiel et toutes leurs compétences. C'est donner au pays un rayonnement à l'extérieur pour que des entreprises, même entreprises d'État extérieures, ne prennent pas des décisions concernant notre pays sans considération de ce que nous voulons. Donc, c'est tout cela que nous attendons de nos dirigeants. Et quand ça n'est pas le cas, on se bat, on s'exprime et on leur demande de fonctionner autrement. Sinon, que d'autres prennent la relève. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un rapport avec la longévité au pouvoir? Parce que quand vous parlez de longévité au pouvoir, dans des pays à côté, la succession à la tête de ces pays-là, cette succession se fait généralement chaque 4 ou 5 ans. Mais ils ont les mêmes problèmes liés à la Covid-19. Quand vous prenez le Ghana a le même problème. On sait dans ce pays que sur les 15 dernières années, il y a eu plusieurs chefs d'État. Mais ils ont les mêmes problèmes. Quand vous prenez le Bénin, c'est la même situation. Mais mon cher ami, ne réduisez pas la vie d'un pays à la gestion d'une crise sanitaire. C'est la vie de tous les jours. Oui, mais là, nous parlons de crise sanitaire et de sa gestion. Et je dis que c'est nouveau ce qui se passe. La crise sanitaire ne se limite pas au Covid-19. Nous sommes en crise permanente, en crise sanitaire permanente, ici au Togo. Ce n'est pas le cas de tout le monde. La méconnaissance de l'impact du Covid-19 n'enlève rien au fait que l'on puisse réagir avec sérénité, avec anticipation et avec sérieux. Mais je n'ai vu aucun autre pays de la sous-région gérer cette crise en s'appuyant sur des facteurs électoraux pour déterminer qui va avoir droit à une subvention ou pas. C'est horrible de voir ça. Il n'y a qu'au Togo qu'on le voit. Voilà les choses qui ne sont pas acceptables. Vous aviez critiqué visiblement le programme Novici,
quand on vous écoute. Mais outre le programme Novici, il y a aussi d'autres programmes qui touchent par exemple l'électricité ou l'eau courante. Sur ces programmes-là, on a constaté aussi qu'il y a eu une forte mobilisation des populations à pouvoir en bénéficier. Est-ce que ce n'est pas déjà un bon début? Vous savez, c'est vrai qu'au Togo, nous sommes tellement en retard sur beaucoup de choses que dès que nous avons des miettes, c'est toujours un bon début. Et je pense que le Togo, les Togolais méritent beaucoup plus et méritent simplement mieux. Et ce que vous venez de citer, c'est un minimum. Quand le couvre-feu a été mis en place, eh bien, il y a toute une économie qui a été tuée du jour au lendemain, sans aucune préparation. Les gens se sont retrouvés le bec dans l'eau, pas de revenus. Moi, je n'ai pas entendu un programme spécifique mis à disposition de toute cette économie qui a disparu du jour au lendemain. Et on a annoncé, je le disais tout à l'heure, 400 milliards de francs CFA pour aider les entreprises. Et je n'ai jamais entendu un programme mis en place pour l'économie informelle. Je n'en ai pas entendu. Et je n'ai pas entendu une évaluation faite par nos dirigeants en disant que tel secteur d'activité ou tel autre secteur d'activité a perdu tel niveau de revenus et donc il fallait mettre en place un programme. Tout ça, je ne sais pas si c'est fait, mais nous ne pouvons pas échapper de faire ces évaluations si nous voulons qu'on puisse mettre en place un programme qui satisfasse les besoins. C'est clair que les 400 milliards, à ce que je sais, c'est pour prendre en compte toute la gestion de cette pandémie, y compris le programme Novici, y compris les réductions qui sont faites sur l'eau et l'électricité, y compris même l'organisation de la sensibilisation et des contacts qui sont actuellement menés avec les opérateurs économiques privés. Mais vous savez, quand un gouvernement annonce une enveloppe de cette nature pour faire face aux conséquences d'une pandémie, il lui revient d'informer la population, d'informer les opérateurs économiques sur les affectations qui sont faites. On ne peut pas simplement dire qu'il y a un budget dans une enveloppe caché quelque part et on va puiser au fur et à mesure, on distribuera de la manière dont il nous convient. Mais est-ce que c'est de l'argent qui est disponible? Est-ce que c'est pas de l'argent Moi, je n'en sais rien. Ne me posez pas la qui est question. recherché, qui est constitué? Mais ne me posez pas la question. Posez la question au gouvernement. Ils ont annoncé cette enveloppe-là. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Je n'en ai plus jamais entendu parler. Oui, mais depuis que cette crise est gérée dans notre pays en tant qu'opposition, est-ce que vous avez demandé à savoir? Mais écoutez, on ne doit pas commander l'information dont dispose le gouvernement. Et nous avons entendu des annonces faites sur la contribution du FMI, sur l'Union européenne, etc. Mais il n'y a rien d'organisé, de structuré et de présenter à la population en disant sur cette enveloppe 400 milliards qu'on a évoquée, eh bien, toutes les aides en font partie ou viennent s'y ajouter. On ne sait rien. On ne sait pas quelle est la répartition de cette enveloppe-là, mais il est important de le savoir. Les entreprises aujourd'hui sont dans des situations difficiles parce que l'économie, dans sa globalité, est freinée. L'économie est frappée de plein fouet par cette situation. Et donc, les entreprises sont dans l'angoisse de savoir de quoi demain sera fait. Il faut que la communication du gouvernement soit telle que les entrepreneurs puissent anticiper de leur côté et s'organiser pour que le chômage qui est déjà endémique dans notre pays ne connaissent pas encore des situations pires que ce qu'on vit tous les jours. Il y a une question que sans doute on doit se poser quand on est au niveau du pouvoir, c'est de savoir qu'est-ce que vous faites au niveau de l'opposition pour participer à la lutte contre cette pandémie. Parce que dans certains pays, on a entendu les oppositions intervenir aux côtés des pouvoirs publics. Qu'est-ce que vous faites, vous, au Togo? C'est ça le drame du Togo. Le drame du Togo, c'est que le régime que nous avons ostracise toujours toutes les compétences qui ne sont pas du régime. Ça, c'est une évidence que nous vivons au Togo tous les jours. Ceci étant dit, je vous rappellerai que dans les pays limitrophes au nôtre, pratiquement tous les pays ont appelé leur opposition à réfléchir ensemble avec le régime. On n'a jamais vu une démarche de telle nature au Togo.
En revanche, vous avez vu des partis politiques, des associations au Togo qui ont pris des initiatives pour faire la sensibilisation, pour distribuer des masques, pour distribuer des kits pour laver les mains. Et oui, les partis l'ont fait, mon parti l'a fait, d'autres l'ont fait, mais il n'y a pas de démarche organisée que l'État aurait dû mettre en place. Ça n'a pas été fait. C'est clair que la crise n'est pas encore derrière nous et que actuellement les autorités au pouvoir sont en train de nous écouter. Quel est votre message à l'endroit de ces autorités-là? Est-ce que vous leur demandez, appelez-nous à discuter autour d'une question aussi importante que celle liée à la COVID-19? Parce qu'au Togo, on sait, il y a eu des débats liés à l'organisation des élections dans ce pays. Et très souvent, vous êtes préoccupés par la politique. Là, nous sommes devant une situation. Qu'est-ce que vous dites à nos autorités? Eh bien, cette situation, elle est hautement politique, je vous signale, hein, parce que cela porte sur la cité, porte sur la santé des citoyens. Donc, ce sont des actions très politiques. Alors, ce qu'il est, à mon avis, bon de faire, c'est de s'appuyer sur toutes les ressources dont dispose le Togo pour que ensemble, des actions communes soient menées au bénéfice de l'ensemble de la population. Je vais vous donner un indicateur. Depuis que cette pandémie a été annoncée en France, par exemple, tous les jours que Dieu fait, les annonces sur la manière dont il faut se laver les mains, la manière dont il faut se comporter, c'est fait tous les jours, jusqu'à aujourd'hui, plusieurs fois par jour, sur toutes les chaînes nationales et privées. Eh bien, moi, je constate qu'au Togo, l'effort de sensibilisation ne fût-ce que pour montrer aux gens comment on porte le masque et les règles qui accompagnent le port du masque. Je ne pense pas que cela ait fait l'objet de sensibilisation comme il se doit. Regardez simplement autour de vous comment les gens portent les masques. Regardez, alors que c'est un des points fondamentaux dans la rupture de la propagation. Mais comment est-ce qu'on porte le masque? Comment est-ce qu'on le porte? Le masque, et d'ailleurs, tous les experts nous disent que les masques en tissu, il ne faut pas les porter plus de 3-4 heures, d'une part. Donc ça veut dire que nous devons les changer régulièrement, sinon ça perd l'efficacité. Tous les experts nous disent que quand on porte le masque, on ne touche plus la face du masque avec la main. Et ce n'est pas ce que je vois autour de moi. Quand on porte le masque, on ne l'enlève pas pour le mettre sur le menton pendant toute la journée alors qu'on discute avec ses amis, etc., etc., etc. Les gens qui portent le masque quand ils retournent à la maison, est-ce qu'ils lavent ce masque-là? Comment ils le lavent? Autant d'informations que le gouvernement a la responsabilité de porter à l'attention du public, mais ça n'a jamais été fait. Ouais, non, mais en fait, si vous le dites de cette façon aussi, je ne suis pas d'accord. Non, mais en fait, vous écoutez les radios, vous regardez les chaînes de télévision. Mais il y a un programme. Attendez. Il y a un programme, s'il vous plaît. Ce programme prend en compte ce que vous venez de dire. Ce programme explique qu'il faut porter le masque. Ce programme dit qu'il faut se laver les mains. Mais les détails que je suis en train de dire ne sont pas... Non, mais en fait, ce programme a dit ça. Oui, il a dit. Il a dit ce que vous venez de dire. Oui, il a dit, ponctuellement. Je dis, c'est quelque chose qui doit être dit, redit, répété à longueur de journée sur toutes les chaînes de télévision, de radio publiques et privées. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, tout le monde se pose la question de savoir est-ce qu'on va avoir un remède du continent africain? Il y a des voix qui commencent par annoncer de bonnes nouvelles. Je ne sais pas si ces bonnes nouvelles-là vont permettre à la pandémie, pour ce qui concerne le continent africain, et de ne pas tuer beaucoup de personnes, notamment le président malgache. Vous l'avez sans doute écouté. Il dit que son pays a un remède miracle, la Covid organique. Est-ce qu'on doit faire confiance à ce qu'il dit? Je n'ai jamais entendu le président malgache parler de remède miracle. Il n'a jamais sorti ce terme-là, à ce que je sache. Il a parlé d'un remède dont ils ont observé l'efficacité et ils ont partagé leurs connaissances avec les autres États d'Afrique. Je pense que nous avons aujourd'hui un monde qui est pris en otage par l'industrie pharmaceutique, en ce sens que tout ce qui relève de nos soins, eh bien, sont entre les mains des industries. Et il est important, et pour ce qui concerne l'Afrique en particulier, nous n'avons pas d'industrie pharmaceutique dans nos pays, et donc notre système de santé, eh bien, dépend quelque part
entièrement de l'extérieur. C'est un domaine hautement stratégique. Et donc, il est important que nos États puissent prendre conscience de cette situation pour que nous-mêmes, nous développions nos axes de recherche en matière de médicaments, de santé, de manière générale, de manière à être moins dépendants. Vous avez vu, nous l'avons tous observé, même les pays occidentaux se sont engagés dans une guerre en matière d'acquisition de masques, de produits pharmaceutiques pour traiter le Covid-19, et ils se sont fait pas des amabilités, toujours. Ça veut dire que en situation de crise, eh bien, chaque pays pense d'abord à ses citoyens. Et si nous sommes toujours dans cette situation, et en cas de crise, eh bien, nous serons toujours la dernière roue du carrosse où nous n'aurons les médicaments que lorsque les autres pays auront en surplus. Donc, il est important qu'on regarde ce que nous sommes capables de faire. Les médicaments sont essentiellement issus de plantes. Le continent africain est riche de variétés de plantes. Il est bon que nos chercheurs, nos universités, nos médecins puissent se pencher sur le potentiel que nous avons et qu'on développe nos propres remèdes. Quand on parlait de chercheurs et de médecins, il faut noter que les universités du Togo sont également en train de se démener pour apporter leur contribution à cette lutte. Je rappelle que notre invité, c'est le président du parti des Togolais, Nathaniel Olympio, qui est un acteur politique. Nous parlerons de politique dans un instant. Mais les chiffres liés à la Covid-19 au Togo augmentent malgré les sensibilisations et tout ce qui se fait autour de cette maladie pour limiter sa propagation dans notre pays. Nous en sommes là et quand on annonce une prochaine réouverture des écoles dans notre pays, est-ce que les Togolais sont obligés de rouvrir les écoles? Moi, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, que nous ne sommes pas obligés de faire comme tout le monde. Nous devons partir de nos propres réalités. Et si déjà, avant même que les écoles ne s'ouvrent, on commence à observer une montée en puissance des cas de contamination, et ça veut dire que nous n'avons pas encore atteint, comme on dit, le pic et que la maladie est encore en progression chez nous. Et ce qui veut dire que la mesure de fermeture d'école qui a été prise ne peut pas connaître une fin maintenant, alors que nous n'avons pas encore atteint un niveau où on observe une décroissance du nombre de contaminations. Et en Europe, en France par exemple, oui, ils ont ouvert les écoles, mais il semble avoir atteint un pic et qu'il y a un fléchissement du nombre de contaminations qui peut amener à penser que oui, on peut ouvrir les écoles. Ce n'est pas le cas au Togo. On est encore en pleine montée. Donc ouvrir les écoles maintenant, c'est pour moi une grande source d'inquiétude et je ne sais pas quelles sont les mesures que le ministre a prises et comment cela va se passer. Je ne sais pas si les parents d'élèves sont rassurés, je ne sais pas si les enfants eux-mêmes le seront. Tout cela, ça me semble être un peu précipité. Si vous êtes parent d'élèves, quelle va être votre attitude? Écoute, ma première réaction, c'est de protéger la santé des enfants. C'est de protéger les plus petits. Et donc, je ne serai pas enclin à les laisser aller à l'école dans ces conditions-là. C'est vrai que vous dites que nous ne pouvons pas faire, ou nous ne devons pas faire comme les pays voisins. Mais quand on prend le Bénin, le Togo a fermé ses écoles bien avant le Bénin. Mais le Bénin a ouvert une nouvelle fois les classes avant le Togo. Et curieusement, les deux pays sont frontaliers. C'est vrai aussi que les situations ne sont pas les mêmes, mais on a constaté que les élèves ont repris le chemin des écoles au Bénin. Oui, c'est vrai qu'ils ont repris. Et attendons voir ce que ça va donner comme effet sur la propagation de la maladie ou non, et puis on tirera les conclusions. En attendant, je crois savoir que la frontière entre le Bénin et le Togo demeure fermée. Dans 2 minutes, les auditeurs vont commencer par intervenir dans cette émission. Nous parlerons dans les prochains temps sans doute aussi des conséquences de ce que le monde est en train de vivre en ce moment lié à la Covid-19. Mais un monde politique avant que les auditeurs ne commencent pas à appeler. Et le 22 février, les Togolais ont voté.
Et le 3 mai dernier, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, déclaré vainqueur de cette élection, a prêté serment. Mais on a constaté que les Togolais continuent pas à parler abondamment de cette élection. Certains observateurs avaient pensé qu'avec la prestation de serment et que cet épisode était terminé. Mais cela confirme le fossé qu'il y a entre le pouvoir public et la population togolaise. Le peuple togolais attend autre chose que la répétition d'un scénario maintenant bien connu. On va à des élections dans des conditions scabreuses, on programme des résultats de manière calamiteuse, les gens contestent, et on réprime parfois, on exerce l'intimidation, on brandit la menace judiciaire, et puis rapidement on prête serment et on dit ok, la page est tournée. Cette fois-ci, vous venez de le dire, oui, il y a une prestation de serment, mais cela n'empêche pas ceux qui ont voté, participé à cette élection, de continuer de considérer que c'est M. Agbeome qui a gagné Agbeome Kodio qui a gagné cette élection, et on ne peut pas le leur enlever de la tête. Et donc... non, mais en fait, vous personnellement, c'est lui qui a gagné? Pour ce qui nous concerne, nous avons considéré que cette élection était d'abord illégale, que cette élection se déroulait dans des conditions qui ne pouvaient pas dégager un président de la République, et donc nous n'avons aucun intérêt à prendre en considération cette élection. Et ceci étant dit, j'observe ce qui se passe. Ceux qui sont allés, ils s'expriment également. Et ils disent, nous avons voté pour tel, et nous savons que c'est tel qui a gagné. Donc c'est aussi clair que cela. Bien, merci. Nous allons permettre aux auditeurs maintenant de participer à l'émission. Nous avons discuté 45 minutes durant. Nous allons les écouter, eux aussi intervenir dans le débat comme ils savent le faire déjà sur les deux numéros de la radio. 70 43 09 70 et puis 96 50 34 37. Allô, est-ce que nous avons le premier auditeur? Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, vous êtes en direct. Comment est-ce qu'on vous appelle? Allô? Allô, c'est Bozambo. Oui, Bozambo, allez-y. Ok. Je voudrais poser la question à notre invité. Au moment de la campagne de l'élection, donc ils ont composé une réunion de 3 personnes en disant qu'il n'y aura pas des élections, c'est la transition. Après des élections, donc on voit que 2 personnes qui sont sorties, on ne voit pas lui dans tout ça là. Donc je vais demander pourquoi il n'est pas dans le groupe de transition maintenant. Et ma deuxième question, on dit que la maladie vient, ou bien le Covid-19 vient de l'Europe. Mais on n'oublie pas interdit tous les jours les avions atterrissent dans notre pays. Tous les jours. Maintenant, ils ont signé le contrat avec Air France, que Air France va commencer à venir au Togo. À ce moment, on doit interdire de quitter à l'eau, de monter à venir à Képé. Mais ils disent que dans peu de temps, ils vont commencer l'école. Mais l'école, c'est dans les gens qui devraient venir à l'école à Képé. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont venu bloquer la route de Wépé et Gazier et interdire les gens. On dit que les gens ne peuvent pas avoir plus de 4 personnes dans une voiture, mais il faut venir dans notre route voir. Il y aura des kits, quelques dans un taxi. Pourquoi il y en a ça? Mais les soldats sont dans la rue, prendre des populations. Bien, merci, on a compris votre intervention, Bozambo. Merci de nous avoir appelé depuis Noukafou. Après Bozambo, nous allons insérer un deuxième auditeur. Allô, bonjour. Oui, allô? Le deuxième auditeur, on ne l'a pas. Et donc, oui, il a des préoccupations. Oui, alors, en commençant par la question sur le fait d'empêcher la circulation entre le Grand Lomé et l'intérieur du pays, et d'autres régions d'ailleurs, avec le Tchaoudjo, la région de Tchaoudjo également, et dans la région de Mo également. Je pense que la question est très bien posée. On ne peut pas considérer qu'il y a encore un risque et empêcher la circulation des personnes sur l'ensemble du territoire national, et par la même occasion, parallèlement à ça,
faire venir des personnes, des vols de l'extérieur du pays. Et les gens ne peuvent pas comprendre cela. Et avant d'ouvrir les frontières extérieures, il faut d'abord ouvrir à l'intérieur du pays, c'est-à-dire s'assurer que l'on a maîtrisé la propagation et avant d'ouvrir l'extérieur. Donc les gens, la question qu'ils posent est tout à fait légitime et je souscris à la même interrogation. C'est pour cela que les pouvoirs publics doivent se sentir interpellés et revisiter un peu les décisions qui seront prises. Dans les décisions qui sont prises sur les routes notamment, il nous est souvent rapporté ces scènes de soudoiement et des agents des forces de l'ordre. Comment comprendre cela? Et face à cette pandémie, tout le monde devait en principe jouer son rôle. Oui, jouer un rôle n'est pas quelque chose qui se décrète du jour au lendemain parce qu'il y a un événement particulier qui se présente. Jouer son rôle, c'est un état d'esprit que le gouvernement doit créer, doit mettre en place. Ce sont des dispositions qui doivent être prises. C'est une éducation, c'est une formation, c'est une sensibilisation. C'est un travail de tout le temps qui doit être fait. Il ne faut pas espérer simplement que parce qu'il y a le Covid-19 aujourd'hui, du jour au lendemain, tout le monde devient vertueux dans le pays. Et ce qui se faisait toujours, se fera encore aujourd'hui si les mesures ne sont pas prises pour que ça s'arrête. La première partie de sa question. La première partie de sa question, il y a eu effectivement le CNT qui a été créé. Je ne suis pas au courant de la création de cette structure, donc vous aurez certainement l'occasion de poser la question à ceux qui l'ont créé. Pour ma part, c'est vrai qu'avant cette élection-là, nous avons exprimé la nécessité de revoir, de réorienter la lutte dans le sens d'une démarche plus citoyenne et non pas uniquement enfermée dans le carcan des partis politiques qui, jusqu'à présent, n'ont pas produit les effets, les résultats attendus. Donc cette réorientation est toujours nécessaire et cette lutte qui doit être revisitée est toujours d'actualité et je pense que de plus en plus, après cette élection d'ailleurs, et vu comment ça s'est passé, je pense que de plus en plus, nous pensons tous qu'il va falloir se battre pour que nous ayons l'opportunité de vivre une transition dans le pays, ce qui ne viendra pas comme ça en claquant les doigts. Il faut se battre pour créer les conditions pour que tout le monde finisse par comprendre que la transition est le passage obligé pour aller au changement qu'on veut. Bien, merci. Deuxième auditeur. Allô, bonjour. Oui, allô. Votre nom? Je salue l'invité. Oui, votre nom? C'est Atou. Oui, Atou, allez-y. Je remercie l'invité. Il a tout dit. Concernant les entreprises, je veux parler de la Lonato par exemple. Je crois que la Lonato a aidé l'État avec 500 millions, je crois, pour lutter contre la maladie. Mais le paradoxe est que la Lonato a abandonné ses commissionnaires depuis plus de 2 mois environ. Ils sont restés à la maison sans aucun travail et sans aucune mesure d'accompagnement pour ces travailleurs. C'est la même chose concernant les enseignants dans les écoles publiques. J'aimerais demander est-ce que l'État ne peut pas y voir quelque chose pour le bien-être et pour bénéficier de l'opportunité aussi des progrès. Bien, merci, cher ami Atou. Nous allons après Atou prendre un autre auditeur. Allô? Allô? Oui, allô, oui, vous êtes en direct. Bonjour, votre nom? Essowe, comment vous allez? Ça va. Ok, votre question Essowe. Oui, c'est pour participer. Oui, vous êtes en direct, allez-y. Et je voudrais demander comment il faut faire pour vraiment maîtriser la population, puisque depuis là, les chiffres ne font que grimper pour le Covid-19. Comment faire pour maîtriser, sensibiliser la population? De jour en jour, on ne comprend pas. Malgré aussi les mesures, ça ne fait que les chiffres ne font que grimper. La deuxième préoccupation, c'est par rapport à la situation des enseignants du privé. Est-ce que l'État est en train d'envisager pour les publics? C'est une bonne question. Bien, merci. Et ça, ouais.
Un troisième auditeur, allô? Allô, bonjour. Allô, bonjour, l'auditeur qui est en ligne sur un de nos deux numéros. Est-ce qu'on l'a, cet auditeur? Non, il est parti. Vous allez réagir à la question d'Atou. Je ne sais pas si vous pouvez parler de l'ONATO, parler de l'abandon des commissionnaires, oui. Commissionnaires. Alors, je pense que la question, on peut la globaliser simplement par ceci. Ce sont toutes les personnes qui aujourd'hui, dans leur activité économique, sont devenues victimes de victimes, je dirais, victimes collatérales de la pandémie, et que l'État doit prendre en charge ces personnes-là, et comme ça se fait partout ailleurs. Et malheureusement, ce n'est pas véritablement le cas de manière précise, et il y a des pans de l'économie qui sont abandonnés, des gens qui sont abandonnés à eux-mêmes, les entreprises qui sont abandonnées à elles-mêmes. Et je pense que c'est la question qui est soulevée ici. La baisse d'activité de manière générale impacte tout le monde. Pas seulement les formels, pas seulement les entreprises et des gens qui sont dans l'économie de survie, mais également les entreprises formelles qui ont pignon sur rue. Elles sont en difficulté également. Et donc, c'est un véritable plan de relance. C'est pour moi l'occasion de dire que ce pouvoir doit revoir sa copie en matière de PND, qui était, je dirais, le fer de lance de leur projet de société pour le mandat qui commence. Et en son temps, moi j'avais dénoncé ce projet, ce programme. Et il faut profiter de cette occasion pour remettre en place un projet beaucoup plus réaliste, un projet beaucoup plus en conformité avec nos réalités, et de créer le contexte qui va permettre qu'on puisse mettre en œuvre un projet qui va réussir. Et donc, à quelque chose, tirons le meilleur de la situation catastrophique que nous impose le Covid-19. Il a parlé de novici, vous en avez parlé avant, et les chiffres qui grimpent, comment faire, vous en avez également parlé un peu. Est-ce que vous voulez bien revenir dessus? Je voudrais inciter le gouvernement à redoubler d'efforts en matière de sensibilisation, parce que cette maladie, le moyen le plus important, c'est d'anticiper et d'éviter. Et donc, les mesures les gestes barrières, les précautions d'usage, je le disais tout à l'heure, inciter les gens, expliquer et sensibiliser les gens sur la manière dont on utilise le masque, parce que c'est fait de manière, à la limite, on s'amuse avec, et ça perd de toute son efficacité, et donc il faut orienter une communication précise sur ce point particulier. Quand on parlait de sensibilisation, parmi ceux qui participent aux différentes émissions de sensibilisation, il y a le professeur Clavet Dagnan, il nous a envoyé un message. Je lis: le Bénin n'a pas fermé ses frontières aériennes. Air France atterrit une fois par semaine, ça n'a rien changé à leur situation. Il suffit d'appliquer la quarantaine. Pour ceux qui vont arriver bientôt à Lomé, puisqu'on a appris qu'un certain nombre de Togolais qui étaient bloqués en Europe vont être rapatriés au Togo, je crois, autour du 23 mai. Si ceux-là reviennent au pays, quelles doivent être les attitudes à avoir du côté des autorités? Les mettre en quarantaine tout de suite? Alors, si la quarantaine qui a été présentée comme une mesure de précaution, oui, il faut mettre ça en œuvre. Mais la question que moi j'ai envie de poser, c'est de savoir ceux qui veulent quitter le Grand Lomé pour aller à l'intérieur du pays, pourquoi cette mesure de quarantaine ne peut pas être mise en application dans ce cas-là? C'est une simple question, si ce n'est pas de bon sens qu'on me dise. Mais les gens qui viennent de l'extérieur et qu'on veut mettre en quarantaine, je pense que ceux qui veulent quitter aussi une zone donnée, on peut éventuellement les mettre en quarantaine. Alors, ceux qui viennent de l'Europe, c'est parce que l'Europe est considérée comme une zone à fort risque. Est-ce que c'est le même cas pour celui qui quitte Lomé pour aller, par exemple, à Saoun ou à Neko? Est-ce que c'est le même cas? Si on a bien fermé le Grand Lomé, c'est bien parce qu'on considère qu'il y a un risque de propagation vers l'intérieur du pays. Sinon, pas de la même taille quand même que Paris ou une autre localité. On a fermé, la Chine, par exemple. On a fermé. Si on a fermé, c'est bien parce qu'on craint qu'il puisse y avoir propagation. Parce qu'il y a un nombre un peu trop élevé. Bien, merci. Nous avons cette question qui est laissée par Rémi Fokoufi Yves Tini.
Et il dit, ma question est la suivante. Certains compatriotes pensent que la dynamique Podjo, de par ses agissements, a contribué à la division de l'opposition, puisqu'elle... Oui. Que pensez-vous de ce type d'affirmation de position? Bon, je pense que nous avons exprimé à plusieurs reprises pourquoi l'élection est un facteur de division et que à chaque fois que l'opposition ira à une élection dans les conditions que nous connaissons dans notre pays, l'opposition va toujours être tiraillée à gauche et à droite. Donc, c'est pas nouveau, c'est pas une première expérience. Donc, le fait que l'élection est un acte de compétition, bah, la compétition, c'est l'opposition, donc ça oppose les gens. C'est aussi pour vous, c'est simple que ça. Pour vous, la division, elle est donc naturelle et liée à l'organisation de tout type d'élection dans notre pays. Écoutez, aller à une élection, c'est aller à une compétition. On ne va pas à une compétition en se tenant par la main. On va à une compétition en essayant d'écarter les autres postulants. C'est comme ça. Mais comment comprendre la situation spécifique du Togo? Parce qu'on n'a pas compris que les opposants soient devenus opposants aux opposants. La chose qu'il faut comprendre, c'est que l'élection n'est pas l'instrument le plus approprié pour le Togo pour sortir de cette crise. C'est une vérité, personne ne pourra nous empêcher de patauger dans cela. Il faut que nous comprenions que nous devons mener une lutte pour accéder à la démocratie. Et on ne peut pas accéder à la démocratie si nous avons des élections qui ne sont pas démocratiques. C'est simple à comprendre. C'est pour ça que nous défendons l'idée de mener une lutte citoyenne, une lutte qui transcende les limites des partis politiques. Je ne dis pas de faire disparaître les partis politiques, non. Je dis que les forces des partis politiques doivent être en mesure de travailler dans une intelligence commune pour que la lutte soit menée de manière citoyenne pour obtenir les bonnes conditions qui vont permettre d'avoir des élections crédibles, c'est-à-dire passer par une transition qui va asseoir les fondamentaux et clarifier le paysage pour qu'on puisse aller sereinement aux élections. Est-ce qu'on peut conclure, selon ce que vous dites, que c'est une véritable perte de temps, tous ces débats qui sont encore menés sur les réseaux sociaux, sur qui a fait quoi, comment, dans quelles conditions, autour de l'élection du 22 février? Moi, j'ai mes convictions et je défends mes idées. Chacun fait ce qu'il veut. Et je ne peux pas empêcher quelqu'un de défendre ce en quoi il croit. Moi, ma conviction, c'est que nous devons nous recentrer sur la relance de la lutte, parce que nous n'avons pas d'autre choix que de relancer la lutte, remettre l'ouvrage sur le métier pour que nous réorientons la manière dont nous sommes en train de mener la lutte. Allô, après ça, ouais, nous avons une audite en ligne. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, votre nom? François de Calcutta. François, allez-y. Ma question, bon, concernant le débat sur le politique, bon, moi, je n'ai pas de choses concernant parce que l'homme politique est la même. Quelqu'un peut venir et les jours à venir, les Togolais vont lui rejeter plus que ce que nous vivons aujourd'hui. Ma préoccupation, c'est concernant le privé, par exemple, les enseignants du privé. Il y a le président même dans son discours, il a dit qu'aucun Togolais ne serait laissé pour compte. Mais aujourd'hui, nous voyons que les établissements sont fermés, les fondateurs disent qu'ils n'ont pas de sous et les enseignants sont là comme ça. Quel est le message qu'il avait dit qu'aucun Togolais ne sera laissé pour compte? Est-ce que cette parole a valeur? On a compris, François. Merci beaucoup pour votre intervention. Après, François, un autre auditeur. Allô? Oui, votre nom? Jacques, vous appelez d'où? Ok, allez-y pour votre intervention. Bonjour. Bon, moi, je crois que dans cette liste de Corona, l'opposition a été vraiment très absente. Il faut être honnête pour le reconnaître. Quand il s'agit des élections, il faut de gauche à droite, il crie sur tous les toits pour qu'on puisse les voter. Mais dans ce cas de Corona, là, on n'a pas du tout senti l'opposition. Il faut vraiment continuer autant que jamais. Il faut vraiment que l'opposition se réveille pour qu'il joue pleinement sa partition dans la lutte
puisqu'on n'est pas encore atteint le pic de la maladie. Ça passe encore tout le temps, il faut qu'elle se réveille, quoi. C'est pas des fonctions togolaises. Je suis naturopérapeute. Et je crois quand même que la solution peut venir de l'Afrique. Si nos médecins et nos radiothérapeutes peuvent vraiment se souder les mains. Et dans le cas du décès du colonel, là, franchement parlant, moi je ne crois pas que l'enquête va aboutir. Ils ne font que nous tomber pas du tout. Aucune enquête n'a abouti au Togo. Bien merci, bien merci. On a noté votre scepticisme par rapport à l'annonce faite par les autorités en ce qui concerne l'assassinat du colonel. Nous allons en parler dans un instant avec notre invité. Après Jacques, un troisième auditeur. Allô, est-ce qu'on l'a, le troisième auditeur? Bonjour. Allô, Pyramide. Oui, Pyramide vous répond. Comment vous allez? S'il vous plaît, monsieur Pierrot, c'est dans l'équipe chrétienne. Ouais. Je voudrais savoir si les médecins privés sont toujours là. Parce qu'entre-temps, nous avons, ils sont là pour suivre leurs collègues togolais. Je voudrais savoir si... Bien, merci, Sawé. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce que vous en avez entendu parler ces dernières heures? Les Cubains, il y en a qui sont venus pour prêter main forte aux Togolais dans cette lutte. Oui, et c'est vrai que de plus en plus sur les réseaux sociaux, les gens s'interrogent, et même dans les médias en ligne, les gens s'interrogent. Et je crois savoir qu'ils seraient toujours là. Et en tout cas, le gouvernement qui a annoncé leur arrivée n'a pas annoncé leur départ. Donc, il faut partir du principe qu'ils sont toujours là. Moi, j'ai appris qu'ils sont là. Ouais, ils doivent être... ils sont là. Alors, ce sur quoi je voulais revenir, c'est l'insistance, M. Soyer, M. François également, ils ont parlé des enseignants du privé qui sont laissés sur le carreau. Oui, c'est un exemple très emblématique de la situation de beaucoup d'acteurs économiques. Et aujourd'hui, les enseignants, que ce soit du privé ou même les enseignants volontaires, les gens sont dans des situations de vie compliquées. Et c'est tout cela que les Togolais attendent l'État de devoir prendre en charge de manière organisée et non pas comme ce que nous sommes en train de le voir. Il y a cette question de François sur les acteurs politiques. Il dit que vous êtes les mêmes. Demain, si Nathaniel Olympio devient président du Togo, il fera comme Ford Yassimbe. Certainement pas. Mais c'est ce qu'il dit. Certainement pas. Je pense que cela traduit justement le fait que depuis une cinquantaine d'années, on a montré qu'un visage au Togo en matière de gestion. Quand je dis on a montré qu'un visage, c'est-à-dire un type de politique donné. Et les Togolais finissent par croire que il n'y a que de cette façon-là qu'on peut diriger un pays. Non, ce n'est pas que de cette façon. Et nous avons, je pense, tous besoin aujourd'hui d'avoir une politique qui soit beaucoup plus moderne, et une politique qui ne s'inscrive pas dans ce qui existait, je dirais, dans la Rome antique, où on pensait que la force brutale, l'assassinat sont des voies de résolution de problèmes politiques. Nous devons entrer de plein pied au XXe siècle, XXIe siècle, et moderniser notre État en mettant en œuvre des politiques qui soient des politiques de compétition d'idées, des politiques non, mais en fait, non-exclusion. Mais vous voulez dire que nous sommes en retard quand on est resté au XXe ou XIXe siècle? Mais je suis en train de dire que le régime togolais fonctionne encore comme ça se faisait dans la Rome antique. On n'est pas non, mais en fait, quand on parlait de Rome antique, c'est encore très loin. Oui, c'est cela, parce qu'à l'époque, c'est ce qui se faisait. On pensait que pour résoudre les problèmes, il fallait avoir l'épée la plus tranchante, il fallait être capable d'assassiner son opposant, il fallait la force brutale. C'est ce que nous non, mais en fait, dans la Rome antique, quand même, il n'y a pas des élections, il n'y a pas une constitution. Il n'y a pas une constitution. Il y en avait. Nous n'allons pas faire d'histoire, mais il y avait des élections. Il y avait des élections à l'époque. Il n'y avait pas les Nathaniel Olympio, président de parti politique, qui interviennent dans des émissions de débat sur les radios. Mais vous savez, le principe de ce que nous vivons aujourd'hui ne date pas d'aujourd'hui. D'accord? Et la démocratie dont on parle aujourd'hui, ça date des Grecs. Ça date de mais là, cette période-là. vous parlez de la Grèce. De la Grèce antique.
Oui, et la Rome antique également, où les gens à l'époque déjà faisaient des élections publiques. Les gens se retrouvaient ensemble pour désigner qui étaient les sénateurs, etc. Donc, c'est pour dire que nous devons savoir que les citoyens d'aujourd'hui, ils aspirent à des méthodes différentes et non pas cette débauche de violence, de force brutale, comme nous le voyons encore depuis cette élection. Quand on parlait de violence, il y en avait eu, ou il y en a eu récemment dans un camp militaire au Togo. Un colonel a été tué, le colonel Madouba Bitala. La question de Esso, est-ce qu'une enquête annoncée autour de cet assassinat, est-ce que cette enquête va aboutir? Permettez-moi d'abord de dire mes condoléances à la famille du lieutenant-colonel Madjouba et présenter également mes condoléances à la grande famille de l'institution militaire et à tous les citoyens togolais parce que ce monsieur officiait pour le compte des Togolais au sein de l'armée. Il dirigeait un corps important de l'armée et il a été assassiné dans l'exercice de ses fonctions. Ça, c'est important, dans l'exercice de ses fonctions, parce que dans son bureau. Et donc, et depuis que cela est arrivé, nous n'avons pas entendu son chef hiérarchique direct s'exprimer, c'est-à-dire le chef d'état-major général de l'armée togolaise. Je ne l'ai pas entendu s'exprimer. Je n'ai pas entendu le ministre de la Défense s'exprimer sur le sujet et je n'ai pas entendu le président de la République, le chef de l'État aujourd'hui, je ne l'ai pas entendu s'exprimer. Et ça, je pense que ces silences sont de nature à inquiéter. Ça inquiète les militaires dans leur état d'esprit, et ça inquiète les citoyens togolais parce que un tel drame qui se produit dans ces conditions et il y a comme une chape de plomb où personne n'en parle, les premiers responsables concernés n'en parlent pas, et ça veut dire que chaque citoyen togolais peut se sentir fragilisé dans sa sécurité quotidienne. Je pense que quand on meurt, je ne connais pas le colonel Madjouba, je ne le connais pas du tout. Ce que je retiens, c'est qu'il est mort dans l'exercice de ses fonctions. Et quand c'est comme ça, les habitudes de l'institution militaire, c'est de faire honneur à ce combattant-là, c'est de lui faire honneur, c'est de mettre en musique, je dirais, toute la peine que la nation peut ressentir pour cette disparition. Malheureusement, on ne sent pas cela. On ne l'entend pas. On ne l'entend pas du chef d'état-major général de l'armée, on ne l'entend pas du ministre de la Défense et on ne l'entend pas du chef de l'État. Vous l'avez dit. Est-ce qu'une enquête peut aboutir? Je le répète parce que un tel événement sape nécessairement le moral des troupes. Non, mais en fait, il ne peut pas en être autrement. Non, mais en fait, ce que vous dites. Mais est-ce que les militaires vous l'ont dit qu'ils sont inquiets? Mais c'est normal qu'ils soient inquiets. Non, oui, en fait, est-ce qu'ils vous vous l'ont n'êtes pas dit? inquiets Non, mais en tant que citoyen? Mais les citoyens l'expriment. Les citoyens l'expriment. Est-ce que les militaires l'ont exprimé? Moi, je suis un acteur politique et je tire des conclusions des événements qui se produisent. Quand il y a mort d'homme, il y a nécessairement inquiétude. Et quand il y a assassinat, c'est encore beaucoup plus grave. Non, donc, ne me dites pas que... Non, mais en fait, vous savez, la curiosité autour de cet événement, récemment à Niamtougou, des civils ont voulu manifester et ce sont encore des hommes en uniforme qui sont allés tirer des gaz lacrymogènes. Donc, je ne comprends pas ce que vous dites. Est-ce que les militaires sont inquiets? S'ils sont inquiets autant que ça, pourquoi est-ce qu'ils sont allés une nouvelle fois faire une démonstration de force en pays naouda? Nous sommes des êtres humains et quand on est capable d'assassiner un chef de corps dans son bureau, mais l'être humain que je suis, qui travaille dans le même camp, je suis inquiet. C'est une réaction humaine. Non, mais c'est une décision que vous faites. C'est une réaction humaine. Je suis d'accord. Vous l'aviez dit tout à l'heure, on a peur du Covid-19, Trump a peur, tout le monde a peur. Je suis d'accord. Sauf que les militaires, ils n'ont jamais dit qu'ils sont inquiets. Moi, je m'exprime et je dis que quand on tue quelqu'un comme ça, ceux qui travaillent dans les mêmes conditions ont peur. Ok, est-ce qu'une enquête peut aboutir? C'était la question. Alors, la question, si on la pose, c'est justement parce que on est dubitatif.
Si on pose cette question, c'est parce que nous avons eu l'habitude dans ce pays qu'on nous annonce des enquêtes sur des drames de ce type et qui n'ont jamais abouti depuis de longues années. Donc la question qui est posée, elle est posée avec beaucoup de légitimité. Est-ce que ça va aboutir? Eh bien, j'ose espérer que oui. Nous allons retourner au téléphone pour insérer encore quelques auditeurs qui sont en ligne et qui patientent sans doute. Allô? Bonjour. Bonsoir, monsieur. Oui, votre nom. Taoufik. Oui, Taoufik, allez-y. Bon, moi, personnellement, je ne voudrais pas parler de l'armée congolaise, mais nous sommes tous des Guinéens, c'est pourquoi je compatis. Mais normalement, depuis que le truc-là fait passer là, les deux ministres en charge de la défense et de la sécurité, ils ne peuvent pas nous trouver celui qui a fait ça dans un temps. Nous sommes tous en danger dans le pays. Les deux-là doivent démissionner d'abord. Je veux savoir le nom du ministre de la Défense d'abord. Et le ministre de la Sécurité. Les deux-là, ils ne peuvent pas nous trouver celui qui a fait ça là. Donc c'est eux-mêmes qui ont commis ça. Ils n'ont qu'à trouver ça pour se décharger. Parce que ça, c'est trop. On a tué des élèves dans ce pays. On n'a pas trouvé la façon. Trop, c'est trop. Et on tue les civils jusqu'à tuer des militaires sans trouver les affaires. Je trouve que ça, c'est un crime très grave. Et nous sommes tous exposés, nous sommes en danger. On a noté Taoufik. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Merci. Ok, bien, merci Taoufik d'avoir passé quelques instants avec nous sur Pyramide FM. Après Taoufik, est-ce que nous avons un autre auditeur? Allô, bonjour. Oui, monsieur. Oui, quel est votre nom? C'est Michel Coutier. Oui, à côté, en direct de Akodesiwa? Oui. Ok, allez-y. Bonjour, notre invité. Bonjour. Ok. Et nous avons remarqué que l'opposition reste toujours dans le même jeu. Nous venons de traverser une élection. Au lieu de commencer dès à présent à revendiquer ce que vous avez l'habitude de revendiquer, maintenant il y a silence radio. On ne sait pas pourquoi. On va attendre jusqu'à la veille d'une élection maintenant et vous allez encore commencer par réclamer la transparence des élections. Si ça ne nous honore pas. Je demande à ce que vous le fassiez en même temps. Ce serait une bonne chose pour nous tous. Secondo, concernant à ce qui s'est passé l'autre fois au camp, nous demandons au chef de l'État de tout faire pour que les auteurs de ce crime soient trouvés. Pour finir, actuellement, dans les airs de l'Omer, on constate qu'il y a l'avion qui passe partout. Maintenant, le Covid-19 commence par augmenter. On ne connaît rien. À l'intérieur de l'avion pour circuler, c'est du problème. Mais on laisse l'autre côté, les gens qui sont dans les pays où il y a beaucoup de contamination, ils viennent ici, on ne comprend rien. On ne comprend rien. Merci. Bien, merci à l'intention de tous nos amis auditeurs qui interviennent. L'Académie française a voulu qu'on dise la Covid. Donc, intégrez ça dans votre intervention dorénavant, la Covid-19 au lieu de le Covid-19. Je crois que les auditeurs ont bien donc noté cette précision que je viens d'apporter. 3 auditeurs sont intervenus, Taoufik et à côté. Et puis, je crois qu'il y a un troisième. Mes réactions? Oui, alors je dirais pour commencer par M. Akoté, que c'est vrai qu'on entend des vols qui viennent, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'aéroport n'était fermé que pour les passagers et que les frontières togolaises n'ont pas été fermées pour tout ce qui concerne les marchandises.
Ça, c'est une première chose. Ce qui veut dire que des avions cargo peuvent encore venir atterrir à l'aéroport international de Lomé. Et ensuite, il y a toujours en général des vols spéciaux qui peuvent arriver pour différentes raisons. Et donc, ça aussi, ce sont des choses que les auditeurs doivent savoir. Maintenant, monsieur à côté parlait que l'opposition se mette ensemble dès maintenant. Oui, il a absolument raison. C'est maintenant qu'il faut mener toutes les étapes de préparation avant d'aller beaucoup plus loin, et c'est ce à quoi beaucoup s'attellent déjà. L'opposition du Togo, dans quel état elle est aujourd'hui? Est-ce qu'elle n'est pas morte? Il est clair que depuis mars 2019, c'est-à-dire la fin de la coalition telle qu'on l'a connue dans sa version de 14 partis politiques, et depuis donc cette implosion, la fragilisation de l'opposition, de cette opposition-là, est une évidence. Il faut beaucoup de travail, il faut un peu de temps pour que les morceaux soient recollés et que les gens puissent repartir sur une nouvelle réorientation de la lutte. Est-ce que c'est possible? Parce qu'on a connu les années 90 avec les divisions au sein de l'opposition du Togo, mais aujourd'hui, le degré atteint par les invectives, les insultes. On a vu des acteurs de premier plan se transformer en activistes sur les réseaux sociaux. Est-ce que quelque chose est encore possible pour vous? Oui, je crois profondément que c'est absolument nécessaire de le faire et c'est faisable. Je vais vous rappeler simplement qu'en 2015, après l'élection présidentielle, nous avions assisté à une léthargie similaire où tout le monde disait que l'opposition était laminée et que les gens étaient résignés. Et puis après, on a vu ce qui s'en est suivi. Donc, je reste convaincu que nous pouvons relancer la mécanique. Il faut trouver la bonne alchimie, il faut trouver le bon mécanisme pour que la lutte puisse repartir différemment. Et l'expérience de 2020 est une expérience très forte et très différente. Et elle est différente en ce sens que nous avons vu aujourd'hui véritablement une percée qui a été faite par le groupe de la dynamique Podro, qui n'était pas nécessairement attendu et qui a été beaucoup plus une surprise pour tout le monde. Et donc, ça marque également que la population attend que les choses soient menées de manière différente. Et c'est cette différence-là qu'il faut prendre en considération pour rebâtir la lutte. Quelqu'un est intervenu une nouvelle fois sur l'assassinat du colonel. Il demande carrément la démission. Il parle de la démission. Le ministre de la Défense, c'est le chef de l'État. Le ministre de la Sécurité, c'est le général Yak Damhan. Oui, je comprends ce qu'il dit. Et dans d'autres environnements, on peut parfaitement s'attendre à ce type de réaction de la part d'un ministre. Et si d'aventure l'enquête ne produisait pas de résultats, mais vous savez que le Togo a cette particularité déjà que les enquêtes n'aboutissent jamais. Et aujourd'hui, ce sont des officiers de haut rang, des officiers généraux qui sont présents dans cette commission. Il y va, bien entendu, de leur réputation personnelle, individuelle, bien entendu. Et si demain, après-demain, il n'y a toujours pas de résultats d'enquête mis à la disposition de la population togolaise, eh bien, les membres de cette commission seront individuellement responsables de cela. Mais je crois qu'il y a également d'autres démarches qui auraient pu être menées. Et je ne comprends pas à ce jour que les parlementaires ne puissent pas initier de leur côté une enquête parlementaire ou une commission d'information parlementaire. Dans tout le monde entier, ce sont des choses qui se font sur des sujets d'une telle gravité. Mais là, nos élus, c'est silence radio. Tout le monde rentre dans sa chaussure, personne ne parle. Et j'ai entendu des députés s'exprimer à titre personnel sur le sujet. Mais ils ont un mandat.
ils ont le droit de pouvoir l'exprimer à l'intérieur de l'hémicycle. Je ne l'ai pas encore entendu. J'espère que cela se fera. Bien, merci. J'ai repris tantôt une précision de l'Académie française. Il y a un auditeur, il s'appelle Gaudis Messin, il me dit que j'ai tort de reprendre ce que l'Académie française dit. Je constate que je m'exprime dans la langue des Français, c'est pourquoi je dis cela. Et demain, quand je m'exprimerai en minant, je me prendrai autrement, cher ami Gaudis Messin. Et voilà. Et nous allons revenir au plan politique. J'ai constaté que l'histoire, c'est un peu comme un éternel recommencement pour ce qui concerne le Togo. Depuis les années 90, j'ai demandé à beaucoup de mes invités si l'histoire ne bégait pas au Togo. Et on fait des élections qui sont contestées, surtout sur les 15 dernières années. Le chef de l'État actuel, il est souvent contesté. Et puis après, il y a une sorte d'accalmie. Et là, il y a un auditeur qui a demandé que vous vous organisez pour réclamer de nouvelles élections transparentes. Ces élections se feront une nouvelle fois et les résultats, et puis après on va continuer. Comment mettre fin ou bien comment refaire tout ça pour que le Togo ne donne pas cette impression-là? Eh bien, quand on fait les mêmes choses, on obtient les mêmes résultats. Tout le monde le dit, il faut le mettre maintenant en pratique. Et nous avons toujours été dans l'opposition rythmée par le programme électoral imposé par le régime. Et nous y souscrivons régulièrement et généralement dans la division. Et vous avez décrit le scénario qui se présente généralement. Il faut qu'on casse ce cycle. Casser ce cycle, pour moi, c'est de ne pas penser que nous pouvons aller à une élection organisée dans ces conditions pour changer quoi que ce soit. Nous devons intégrer cette donne-là pour bâtir la lutte de manière différente, d'une part, et d'autre part, sortir du schéma partisan, donc des partis politiques, et de mener une lutte véritablement citoyenne pour obtenir les fondamentaux que nous sommes en train de rechercher. Et ces fondamentaux-là, on ne peut les asseoir ensemble sans que ce soit contre quelqu'un qu'à travers une transition. Donc, la transition, elle ne viendra pas toute seule. C'est pour cela qu'il faut s'organiser, se battre et mettre en œuvre tous les facteurs de réussite pour qu'on puisse y arriver. Et c'est la réorientation qu'il faut mettre en compte, qu'il faut prendre en compte et mettre en œuvre. Et après cette élection, je dirais calamiteuse du 22 février dernier. Ce dimanche, c'est la journée mondiale des télécommunications. Et la question, c'est de savoir aussi comment mettre les outils télécoms tels que les TIC au service du développement. On sait aujourd'hui que les Togolais sont très présents, et notamment sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que tout ce qu'ils font contribue un tant soit peu au développement de notre pays? Les TIC, les nouvelles technologies, tout ça, ce sont des outils qui sont mis à disposition. Et quels que soient les outils dont nous allons disposer, nous ne pouvons pas aller au développement si les hommes et les femmes qui vivent dans cet espace commun n'ont pas une lecture similaire des choses, n'ont pas une vision commune, n'ont pas un engagement à se battre ensemble pour le développement du pays. On aura beau disposer des meilleurs outils, on ne produira que de la cacophonie et on n'aura pas de résultats cohérents. Les Togolais, les jeunes Togolais particulièrement, sont très doués, très intelligents, très habiles et disposent d'une compétence qui aujourd'hui est, je dirais, disparate et utilisée de manière dispersée. Il faut que les pouvoirs publics puissent créer le cadre qui va permettre l'épanouissement de tout ce savoir-faire, de toute cette compétence-là. Ce n'est pas encore le cas et on se démène encore sur des questions bassement politique, j'ai failli dire bassement politique parce qu'il s'agit des fondamentaux. On ne fait pas de la politique de développement, on ne fait pas de la politique pour améliorer le sort de nos concitoyens. Eh bien, il faudra qu'on arrive un jour, d'une façon ou d'une autre,
à avoir ce cadre d'harmonie qui permet un vivre ensemble où chacun peut vraiment exceller dans son domaine de compétences. Dans mon introduction, je disais qu'à longueur de journée, les Togolais sont occupés à s'échanger d'horribles civilités comme salaud, j'ai dit salaud, imbécile, et tobé ou bévou, et sans doute que cela vous a surpris. Mais est-ce que j'ai exagéré? Écoutez, je dois vous dire que entendre ces mots prononcés autour de cette table m'ont quelque peu choqué. Et c'est vrai que il arrive qu'on puisse rencontrer de tels propos sur les réseaux sociaux. Mais vous savez, les réseaux sociaux, ce sont aussi des défouloirs. Ce sont des défouloirs en ce sens que ce que les gens avaient l'habitude de se dire dans les bars autour d'un verre, etc. C'est cela qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. C'est, je dirais, inhérente même aux relations quotidiennes que des individus peuvent avoir. Ils ne l'expriment plus dans les bars, eh bien, ils l'expriment sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il faut donner d'autres voies, je dirais, d'autres exutoires aux jeunes, à la population, pour que les gens soient orientés sur des choses beaucoup plus porteuses, beaucoup plus positives que d'être contraints à devoir s'envoyer ces gentils mots de noms d'oiseaux comme ça. C'est parce que justement la valorisation des principes, c'est l'échelle des valeurs, c'est les fondements que nous avons perdus dans nos relations humaines, dans notre société togolaise, la perte de la vue du bien commun, c'est tout cela qui fait qu'aujourd'hui, il y a une certaine agressivité, une psychologie de la violence verbale et de la violence physique que nous vivons dans nos relations avec le pouvoir. Tout cela montre une société complètement déstructurée et désabusée. C'est cela qu'il faut rebâtir. Il faut reconstruire la société togolaise dans une communauté d'existence pacifique qui nous permet de produire des résultats qui seront au bénéfice de tous les Togolais. C'est le challenge que nous avons. Bien, merci. J'ai été fidèle en rapportant quelques-unes de ces civilités qui sont aujourd'hui du coup sur les réseaux sociaux. C'est clair que moi je ne vous dirai jamais que vous, je sais que vous êtes un gentil leader politique. Chaque fois que nous faisons appel, vous répondez. Cette émission elle s'achève. Nathaniel Olympio, il est le président du parti des Togolais. L'émission sera rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Moi je suis Pierrot Atiogbe. Le prochain rendez-vous avec vous auditeurs, c'est dimanche. Au revoir.